RMC. Les Bleus en demi-finale, la France a fait la fête jusque tard dans la nuit. 1 demi-million de personnes sur les Champs-Élysées, des millions d'autres dans tout le pays. Partout la même ferveur, une victoire méritée et Zidane, le dieu du stade. Alerte à la canicule dans 8 départements, le sud-est, Paris et sa région jusqu'à jeudi, des températures de 20 degrés la nuit et jusqu'à 34 le jour. Le plan prévention a été déclenché dans la capitale. Pour sortir de la crise, le grand chambardement à la tête de ADS, Noël Forgeard démissionne. Il est remplacé par Louis Gallois, le patron de la SNCF. Le patron d'Airbus, lui aussi, est remplacé. Les partants payent les retards de l'A380. Les résultats du bac, c'est pour demain, lundi, où les candidats vont se précipiter sur les listes affichées dans les lycées pour y rechercher désespérément leur nom. En attendant, eh bien, ce sont les parents qui stressent. Et puis du cinéma avec la sortie attendue de Nos voisins les hommes, le dernier né des créateurs de Shrek présenté à Cannes, un film jubilatoire qui raconte l'affrontement entre les rats des villes et les rats des champs. C'est Bruce Willis qui, dans la version originale, prête sa voix au héros. Madame, Monsieur, bonsoir. La magie Zidane a une nouvelle fois opéré. La France s'est retombée sous le charme de son capitaine. Hier soir à Francfort, Zidane, unanimement salué par la presse et les supporters, a prouvé hier soir, s'il en était encore besoin, qu'il était un roi sur le terrain du football, loin d'être détrôné. Zidane le magnifique contre le Brésil, 5 fois champion du monde. C'est Zidane qui a mené le jeu et la partie. Christophe Duchiran. Pour avoir échangé avant match des sourires complices avec les jaunes du camp d'en face, Zizou méritait un premier prix de courtoisie. 1h30 plus tard, il serait élu homme du match, ce qui en fait sans doute l'un des hommes du match les plus vieux jamais élus, rapport à ses 34 ans. Sauf que Zizou ne sera jamais vieux, car sur le terrain, quand il est en forme, il n'a pas d'âge. C'est Zidane, c'est tout simplement ce qu'il est capable de faire quand il est bien et qu'autour de lui, il y a une équipe qui est bien et qui est organisée, qui est solide. Le propre du collectif, c'est de permettre à chaque individu d'exprimer son talent. Pas plus tard qu'hier soir, avec un physique de jeune premier, il fut en quelque sorte le danseur étoile de la soirée, faisant du ballon son meilleur ami. Ce qui ne veut pas dire que Zizou a battu les Brésiliens tout seul. Depuis que les Bleus jouent tout en blanc, depuis qu'ils en ont fini avec un premier tour laborieux et les sarcasmes des sceptiques, l'époque est à la métamorphose, au bonheur retrouvé, au plaisir de faire mal jouer l'adversaire. Deuxième période, coup franc de Zizou. Le ballon arrive pile sur le pied droit de Thierry Henry, abandonné par la défense brésilienne, et qui, trop heureux de sa liberté, a ouvert le score 1-0. Ce but tout en justesse ne fut que justice, tant l'équipe de France transfigurée avait dominé sans défaillir un Brésil 5 fois champion du monde. Un peu plus tard, Franck Ribéry causa bien du souci aux Brésiliens, qui tentèrent dans les dernières minutes du match de sauver les apparences d'une fantomatique prestation. Mais ça n'était pas leur soir. Ronaldinho a joué dans l'ombre, laissant toute la lumière et l'éclat de la rencontre à des Français qui au final ont à peine tremblé. Triste Brésil, admirable Zizou, qui fut le premier à réconforter les Brésiliens éliminés. Par la suite, il rayonnait avec ses blancs, de bras en bras, de cœur à cœur, de corps à corps, et dire qu'il lui reste une semaine de boulot et qu'il sait une finale de Coupe du Monde à jouer, Zizou, ou le bonheur tranquille d'un prêt retraité. Et c'est la France tout entière qui a célébré la victoire, une victoire en chantant à l'unisson dans les centres-villes, à Paris ou ailleurs, la même euphorie, la même fierté. Claude Sampère, Mathias Barrois et nos correspondants en région. Un demi-million de personnes sur les Champs-Élysées, comme un petit air de 1998. Il y a des soirs comme ça où le football provoque d'étranges comportements. Un demi-million de personnes emportées par la même liesse. Ultra heureux, vraiment, c'est terrible, c'est Henry, c'est Zidane, c'est phénoménal. Quand on a encore battu les Brésiliens, c'est phénoménal. Le 1er juillet 2006, une date qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Les mêmes, 2 heures plus tôt, étaient légèrement plus angoissés. Il y a des soirs comme ça où la France a envie de rêver, de se rassembler. Le stade Charletti à Paris, plus de 30 000 personnes. Les mêmes foules dans tout le pays. La place du Capitole à Toulouse, ils sont 15 000. La place de la Comédie à Montpellier, partout la même ferveur, la même tension.
Même les tougheurs à Vannes, au Technival, chantent la Marseillaise. Côté supporters français, avant match, pas de doute. On va gagner, normal. On va gagner 2-0. Côté brésilien, dans ce restaurant en plein Paris, la même confiance. La suite, on la connaît, une première mi-temps où la France retient son souffle, du camping du Pylône à Antibes, à la place de la Comédie à Montpellier. La pression monte dans le bar brésilien. Et l'angoisse grandit au stade Charletti. À la mi-temps, au bar brésilien, on sort les danseuses pour soutenir le moral des troupes. Il est presque 22h17, c'est la 57e minute du match. Le but de Thierry Henry qui soulève le stade Charletti. Le but qui fait exploser toute la France. Le camping d'Antibes, la Castellane de Zidane, le bar des Amis de Ribéry à Boulogne, à Montpellier, à Toulouse, à Lyon et même chez les tougheurs à Vannes. Au bar brésilien, on n'en croit pas ses yeux. Et cette fois-ci, ce sont les Françaises qui dansent. En quelques minutes, toute la France descend dans la rue. Ici à Lyon, On a gagné! en Cadillac, ou un peu plus loin, en scooter. À Toulouse, sur la place du Capitole, où certains ont encore du mal à y croire. À Nice, dans les boîtes de nuit. À chacun sa manière de faire la fête. Il y a parfois des nuits comme ça que l'on ne voudrait pas voir finir. Même les tougheurs à Vannes. C'était le 1er juillet 2006, un certain quart de finale France-Brésil, un petit échauffement avant la suite. Et la victoire des Bleus s'est glissée partout jusqu'au fond des campagnes, comme ici dans ce petit village près de Bordeaux, qui a vécu à l'heure du mondial le succès de son équipe. Reportage Francis Mazoyer, Bernard Bonnard. Le calme avant France-Brésil. Le match, on ne parle que de ça au village. Denise, ton cœur, il passe où? Il passe pour les Français quand même. Ben oui, quand même, on est Français, voilà. on est Français, alors on est Français. Goriac affiche clairement la couleur. Pour ses 850 habitants, la soirée est réservée. Qu'est-ce que vous faites ce soir? On regarde le match! Les Brésiliens sont forts aussi. Ah oui, mais aussi fort que les Français. Les manèges ne font pas recette. Quelques roulements de tambour pour faire monter l'ambiance. Soudain, la vague patriote emporte tout le monde sur fond de bleu, blanc et rosé. À fond. Faut que les Français y gagnent. Chez l'habitant, voilà comment une crémaillère peut se terminer devant la télé. Après le but français, l'ambiance est plutôt feutrée. Bière foot au premier rang. Champagne pour les autres, pas toujours très concentrés. 1-0 pour la France, oui, très bien. Vous saviez pas? Retour à la fête du village. Ça y est, la France vient de battre le Grand Brésil. Il va y en avoir une deuxième étoile. À Goriac, on voit déjà l'équipe de France tout en haut. Avec le 9 juillet, pourquoi pas, un bouquet final des Bleus. Et parmi les plus fidèles supporters de l'équipe de France, Jacques Chirac, qui a suivi dans les tribunes du stade de Francfort la victoire des Bleus. Jacques Chirac, qui à la fin de la partie a félicité les tricolores en ces termes. Ma joie, qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, d'avoir, après un superbe match, battu les champions du monde en titre. Une immense joie et beaucoup de reconnaissance pour notre équipe, que nous aimons, que nous soutenons et que nous admirons.
Toute autre ambiance, vous l'imaginez bien, à Rio. On est passé très vite de l'euphorie à la tristesse. Les millions de Brésiliens qui suivaient le match à la télé ou sur des écrans géants ne pouvaient cacher leur déception. Reportage sur place de Martine Laroche-Joubert et Pascal Jouffriot. Le Brésil, incapable de marquer. C'est l'accablement à Rio hier soir. Certains de gagner avant le match, ils revivent le même cauchemar qu'au Mondial 1998. Perdre contre la France, c'est la honte totale. On aurait pu perdre contre n'importe qui, mais là, c'est un sale coup. La ville se réveille ce matin avec la gueule de bois. Les guirlandes n'enjolivent pas les fêtes prévues. Les seuls à garder le moral, ces enfants des favelas, les bidonvilles de Rio. Pour eux, cet entraîneur a créé une école de foot gratuite le samedi et le dimanche. Une raison de plus pour critiquer le match d'hier. L'équipe brésilienne est composée de Richard, et un Richard ne se mouille jamais le maillot. Le Brésil a très mal joué. Celui qui a tué le match, c'est Zidane. Même déception dans ces cafés-boulangeries de quartier où les cariocas, les habitants de Rio, aiment se retrouver tous les jours. À la télé, l'entraîneur peine à s'expliquer. Le Brésil était apathique. Le grand joueur de la Coupe, c'est Zidane. Le talent, c'est ça. Quand il faut le montrer, il est là. Quand une équipe entre sur le terrain avec des talons aiguilles, ça se passe mal. Elle finit par perdre. Ils étaient trop confiants. Il ne nous reste qu'à soutenir le Portugal parce qu'ils ont un entraîneur brésilien. Les titres des journaux sont durs. La honte, la France a liquidé le Brésil. Le Brésil va maintenant désigner les coupables de sa défaite. L'entraîneur, les joueurs, le grand déballage commence. Tard dans la nuit, l'équipe de France a repris ses quartiers au château d'Herzen. Elle s'offre un repos bien mérité, mais la parenthèse va être courte. Raymond Domenech, suivant le principe de réalité, sait qu'il n'y a que 3 jours maintenant avant l'affrontement en demi-finale. Un dimanche avec les Bleus, Manuel Tissier, Vincent Bouffartig. Le château de Münchhausen est devenu le dernier lieu à la mode pour la promenade du dimanche. On s'y rend en vélo ou en famille pour apercevoir entre les arbres des footballeurs à bicyclette et leur transmettre quelques encouragements. Je leur dirais, restez une bonne équipe comme ça, sympathique comme vous êtes. Jouez bien ensemble, aimez-vous bien, serrez-vous les coudes et puis voilà. Aujourd'hui, programme allégé. Les joueurs n'ont pas touché le ballon. Vélo pour les titulaires, footing dans le golf pour les remplaçants. Au lendemain de la victoire contre le Brésil, il y avait un peu plus de monde qu'à l'accoutumée autour de l'hôtel. J'espère que contre le Portugal on va gagner pour avoir une finale contre l'Allemagne, puisqu'ici on se fait pas mal chambrer par les Allemands, donc j'aimerais bien qu'on les retrouve en finale. Même si les échos de la liesse populaire qu'ils ont déclenchés en France leur sont parvenus, les Bleus refusent encore de parler d'exploit. Je crois qu'on a eu, 5-10 minutes d'euphorie totale où on est encore dans le match d'une autre manière, mais dans le bonheur. Et derrière, c'est pas une finalité. La victoire en 98 était différente parce que c'était une finalité. Là, c'est une étape. Donc cette joie est teintée tout de suite de oui, mais il y a la suite. Quoi qu'il arrive, en demi-finale, les Bleus joueront le week-end prochain, au pire samedi pour la 3e place. Mais il n'y aura qu'un seul sommet, le 9 juillet, à Berlin. En direct d'Arsène, Manuel Tissier, alors à quoi vont ressembler les 3 jours qui viennent? 3 jours de préparation intense, j'imagine? Oui, intense, mais avec un mot d'ordre, avec une idée directrice, la récupération. Les joueurs ont été très sollicités. Ils vont disputer mercredi face au Portugal leur 6e match en 3 semaines. Et forcément, à part Zidane et Abidal qui ont été suspendus face au Togo, tous les titulaires ont été très sollicités. Alors, il va falloir reprendre la santé pour arriver en pleine forme contre le Portugal. L'un des hommes clés de ce moment sera le préparateur physique de l'équipe, Robert Duverne, qui depuis le début fait de ces joueurs que l'on disait vieillissants de véritables combattants sur le terrain. Et c'est l'une des recettes de Maître Domenech, la cuisine à l'étouffer. Il étouffe ses adversaires par la puissance de ce qu'on appelle le pressing et par la discipline que les joueurs mettent en place. C'est sans doute
ce qu'il va tenter de faire dès la mise en place tactique de mardi, puisque mardi, les joueurs partiront pour Munich, lieu de cette demi-finale, et ils retrouveront, les Français, un autre sélectionneur 3 étoiles, Luis Felipe Scolari, l'entraîneur du Portugal, qui il y a 4 ans entraînait le Brésil et qui est donc tout simplement champion du monde en titre. Un bel affrontement en perspective. Merci Manuel Tissier. Précisément, le Portugal, un solide adversaire, techniquement en forme. Une équipe en phase ascendante grâce à sa victoire hier au tir au but contre l'Angleterre. Une victoire qui leur a donné confiance. Romain Messi, David Fossard. Les Portugais de France sont aux anges. Leur équipe affrontera les Bleus en demi-finale et ils l'affirment, le Portugal ne craint personne. Face à l'Angleterre, hier, les Portugais ont prévenu les Français. Lorsque le génie n'est pas là, ils ont des nerfs d'acier et leur gardien Ricardo en état de grâce. 3 tirs au but arrêtés et voilà le Portugal qualifié. Mais les armes de cette équipe sont ailleurs, dans les pieds de ces stars mondiales, nommées Deco, Figo ou Cristiano Ronaldo, capables de changer le scénario d'un match à tout moment. Les Bleus devront s'en méfier. Comme de l'homme sur le banc, Luis Felipe Scolari, technicien hors pair invaincu depuis 12 matchs en Coupe du Monde, est très doué pour la modestie. On est très heureux, car nous avons déjà réussi notre Coupe du Monde et nous avons comblé les espoirs des Portugais. Mais les Portugais savent aussi montrer les muscles. Depuis leur 8e de finale contre les Pays-Bas, ils ont déjà gagné un match, celui des cartons rouges. Prêts pour les fautes et le combat, ils ne lâcheront pas. Les Bleus le savent, mercredi soir, il faudra jouer sans oublier les protèges tibias. Et puis la fête a tourné au tragique. On a appris il y a quelques instants que 2 supporters de l'équipe du Portugal qui faisaient la fête hier dans les rues du Cap d'Aille ont été grièvement blessés par un forcené qui a été ensuite abattu par les gendarmes. Un homme qui aurait des antécédents psychiatriques. On aurait retrouvé de nombreuses armes à son domicile. Voici les toutes premières précisions que nous avons obtenues par téléphone. En ligne, le procureur Éric de Montgolfier. Un riverain réagit assez mal, semble-t-il, tire avec une carabine sur 2 des personnes, les blesse, ce qui provoque l'intervention des gendarmes qui se présentent à son domicile. Il ouvre et derrière la porte, il est muni d'un sabre de cavalerie. Il semble qu'il ait avec celui-ci fait un geste menaçant, ce qui a conduit l'un des gendarmes à tirer 2 coups de feu et à le tuer. Dans quel état sont les blessés? Eh bien, l'un des 2, en dehors de celui qui avait tiré, bien sûr, l'un des 2 est gravement blessé. L'autre devrait pouvoir s'en tirer. Dans l'actualité de ce dimanche, je vous le disais en titre, alerte à la canicule dans 8 départements. Un de moins que ce matin. L'alerte orange a été levée sur l'Hérault. Sont toujours concernés le sud-est et notamment le Rhône, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Météo France maintient sa vigilance sur Paris, les Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Jusqu'à jeudi avec toujours dans la capitale plus de 20 degrés la nuit et 34 dans l'après-midi. Avec ces envolées du thermomètre, évitez bien sûr de sortir aux heures les plus chaudes, d'autant que la pollution s'ajoute comme à chaque fois à ce début de canicule. À Paris, le niveau 2 d'alerte du plan de prévention est déclenché. Les personnes les plus fragiles sont à l'évidence les tout-petits et les personnes âgées. Florence Bouquilla, Hélène Vernet. Avec le soleil et ses 34 degrés, naissent les premières craintes dans les maisons de retraite. Comment protéger les résidents de la chaleur parfois cruelle? Ici, à Saint-Maur, le personnel veille à ce que chaque personne âgée boive très régulièrement et passe plusieurs heures par jour dans un endroit frais. La canicule de 2003 a laissé des souvenirs indélébiles et draine toujours une forte angoisse. La peur que se reproduise le même phénomène météo. Je ne prends pas de pari sur le fait qu'il y aura 0 mort parce que nous restons en France très en retard en matière d'aide aux personnes âgées en France, à domicile comme en établissement. Car partout, le personnel manque. À la résidence de l'abbaye, le cuisinier adapte les menus à l'air du temps. Des repas froids et beaucoup de fruits à forte teneur en eau. Pour le moment, la majorité des résidents supportent plutôt bien la chaleur. Mais quelques personnes malades ne s'hydratent plus, on les met sous perfusion. Joaquin, lui, a fait installer un ventilateur et il s'adapte à la température. Je bois 6 bouteilles comme ça, c'est-à-dire 3 litres par jour. Et puis, autrement, les soirs, je tire les rideaux, mais je laisse la fenêtre ouverte. L'eau,
À 1000 km de sa mort, les vagues de la Méditerranée attirent aussi petits et grands venus se rafraîchir. Et sur la plage, les plus fragiles, sous un soleil de plomb, ce sont les enfants. On met des t-shirts aux enfants, on leur met assez de crème solaire et aussi une casquette et puis on leur donne à boire fréquemment. Certains réussissent à convaincre leurs enfants de rester sous le parasol. D'autres choisissent la plus sûre des solutions pour fuir les rayons dangereux, quitter la plage dès la fin de la matinée. La rénovation urbaine du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, ce sont 3 tours qui se sont effondrées ensemble sur elles-mêmes ce matin. D'une hauteur d'une 50aine de mètres, les bâtiments se sont écroulés en quelques secondes. 3000 charges explosives avaient été installées, des milliers de badauds, des curieux, d'anciens habitants aussi des tours ont assisté à ces démolitions simultanées. À la place du béton, eh bien, c'est un centre nautique qui ouvrira ses portes d'ici 2 ans. Les résultats du bac, c'est pour demain, lundi, où les candidats vont se précipiter sur les listes affichées dans les lycées pour y rechercher leur nom. En attendant, ce sont surtout les parents qui stressent, comme le montre ce reportage d'Evelyne Goldman et Daniel Lévy. À quelques heures des résultats du bac, pour tromper l'angoisse qui taraude, le mieux est encore de travailler. Pour remettre en rayon un petit peu de marchandises et puis... La boutique de souvenirs ne désemplit pas. Le fils, bon élève, vise la mention au bac. Confiant, le Bouddha veille, et pourtant le doute est toujours là, obligeant mère et fils à revoir à la baisse leurs ambitions. L'important c'est qu'il soit bien aussi dans sa peau, tout se passe bien. Donc je me dis en étant raisonnable, il a le bac juste avec la moyenne, c'est déjà bien. Je lui ai pas dit ça hein, quand même, mais je voulais plus. Il y a des moments comme ça où on doute un peu. C'est parce que soit on se dit si lui doute, il était meilleur que moi, donc c'est à dire que moi aussi je dois douter parce que sinon c'est pas possible. Dans ce café de Montreuil ce matin, on savoure la victoire des Bleus. Rien de tel pour oublier les résultats du bac. On s'est couché à 3 h du matin. Ah ouais? Ah ouais, la fête, toute la soirée. Pour les patrons qui ont tout misé sur la réussite de leur fils au bac, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Regarde, c'est quoi ce café qui traîne ici? Oui, mais franchement, mais attends, t'as la tête où? Il y a le stress qui revient, et je ne sais plus quoi faire. On me demande un café, je sers un demi. On me demande un verre d'eau, je le donne à une autre table. Pour évacuer la tension, en général, on prend tous les objets qui vous tombent sous la main, même si ce n'est pas très efficace. Reste alors se comparer avec les autres mères. Ta mère, elle n'est pas stressée, comment? Ma mère, elle dort pas de toute façon. L'enjeu est de taille, car c'est le premier de la famille à pouvoir se présenter au bac dans de bonnes conditions. Et s'il réussit, le seul à l'avoir. J'ai passé mes examens, mais j'ai pas eu plus peur à mes examens comme j'ai peur aux examens de mon fils, parce que la vie n'est pas pareille. Maintenant, le bac, c'est très très important, c'est l'avenir d'un étudiant. Et de préparer un pain kabyle. Ce soir, tout le monde en mangera, car selon la tradition, c'est le meilleur moyen de conjurer le sort. C'est demain que s'ouvrira la conférence de la famille. Le gouvernement devrait annoncer une série de mesures qui viendra soulager ceux qui ont des personnes malades ou des personnes âgées à charge. Trouver une structure qui puisse accueillir simplement pour une journée, une semaine, ou le temps des vacances ses parents. L'exemple de cette maison d'accueil temporaire, Anne Guéry, Valérie Lucas. Une valise pour un mois, des petits sacs ici et là avec les médicaments, les ordonnances. Ce n'est pas le branle-bas de combat des vacances, mais ça y ressemble. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. En forme? Suzanne a 85 ans. Elle va rester en juillet à la résidence Juliette Thomas avec des gens de son âge. Le temps pour son fils et sa belle-fille de prendre la route des congés payés. Et Suzanne comprend bien que pour eux, ce n'est pas du luxe. Ça vous fait pas mal au cœur de les voir partir? En vacances? Oui. Ça va leur faire du bien. Il faut dire que Suzanne, comme les 10 autres pensionnaires, est une habituée du séjour à la carte. Le reste du temps, elle vit encore chez elle avec ses enfants, mais une journée, de temps en temps, une semaine si besoin est, voire plus, elle et sa famille s'offrent un peu de répit grâce à cette maison d'accueil temporaire. Je sais qu'il y a des activités, Alors, ça lui elle est plaît. bien ici, qu'elle est contente de retrouver des personnes de son Retrouve âge. ses copines. Et dans cette affaire, il est un maître mot, pouvoir souffler, se séparer de ses aînés de temps en temps, sans avoir à en rougir. Cette notion de vacances me paraît très importante parce que
On ne culpabilise pas. Quand les gens viennent à la résidence Juliette Thomas, les familles peuvent partir en toute tranquillité et sans culpabiliser. L'accueil temporaire, c'est une alternative à la maison de retraite, une parenthèse qui permet aux anciens de rester chez eux le plus longtemps possible, mais d'avoir une assistance quand le besoin s'en fait sentir. L'EADS prend les grands moyens pour faire face à la crise que traverse le groupe depuis l'annonce des retards de l'A381 et c'est le grand chambardement à la tête du groupe. Noël Forgeard démissionne. Embarrassé par l'affaire des stock options, il choisit de partir, tout comme le président d'Airbus. Parmi les entrants, Louis Gallois, patron de la SNCF, qui devient le coprésident français du groupe. Il retrouve l'aéronautique, un domaine qu'il connaît bien. Séverine Lebrun, Emmanuel Lambert. Il disait encore il y a quelques jours qu'il ne démissionnerait pas. Noël Forgeard, coprésident de ADS, a finalement quitté son poste. En cause, 2 épisodes qui ont plongé son entreprise dans la crise. Mi-juin, Airbus annonce des retards de 6 à 7 mois dans la livraison de l'A380. Aussitôt, le titre plonge en bourse et perd plus d'un quart de sa valeur en une seule journée. Le lendemain, on apprend que Noël Forgeard avait vendu 3 mois plus tôt plus de 150 000 titres pour une plus-value de 2,5 millions d'euros. Y a-t-il eu délit d'initié? Une enquête est en cours. En tout cas, pour sortir EADS de la crise, il fallait qu'il parte. Il y avait évidemment des problèmes, ils ont été mis sur la table, ils vont être réglés et il y a maintenant une nouvelle équipe pour l'assumer. C'est le jeu des chaises musicales. Noël Forgeard quitte EADS. Il est remplacé par Louis Gallois, l'actuel président de la SNCF. Anne-Marie Hydrac, patronne de la RATP, lui succède. Enfin, c'est Pierre Mongin, directeur de cabinet du Premier ministre, qui dirigera la RATP. L'arrivée de l'emblématique Louis Gallois à la tête d'EADS marque la volonté du changement. À la SNCF, il a la réputation d'un homme rigoureux, soucieux du dialogue. Chez Airbus, on attend surtout de lui qu'il agisse au plus vite. Je pense que le changement était peut-être nécessaire pour qu'on dépasse cette crise médiatique et qu'on en arrive enfin à régler nos problèmes industriels. Parce qu'au bout du bout, ce qui est important, c'est de surmonter nos problèmes industriels sur le programme A380. C'est ça qui compte. Faute de pouvoir accélérer la livraison des A380, ces nominations devraient au moins sortir l'entreprise de la tempête médiatique. Quant à l'éventuelle alliance de Renault avec l'américain General Motors, eh bien le conseil d'administration du groupe automobile français va se réunir demain. United, une taxe sur les billets d'avion pour aider les pays les plus pauvres à avoir des médicaments, notamment contre le sida ou la tuberculose. Depuis hier, la France et le Gabon sont les premiers pays à s'y mettre. 1 euro sur chaque billet, un coup de pouce qui peut faire beaucoup. Peggy Leroy, Dominique Tchingback est là. C'est la foule des grands départs en vacances. Et dans les mains des passagers, des billets tous un peu plus chers, à partir de 1 euro pour les trajets européens en classe économique et jusqu'à 40 euros pour les vols internationaux en classe affaires. Objectif, aider les pays les plus pauvres à lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. J'adhère complètement parce que je voyage beaucoup et je constate qu'il y a vraiment trop de décalage en fait entre les pays riches et les pays pauvres. Je trouve qu'on est trop taxé en permanence et qu'on donne de l'argent de tous les côtés, mais on ne sait pas trop comment c'est géré. 1 euro, c'est pas grand-chose. Donc 40 euros sur la classe affaires, peut-être que les sociétés vont donner un petit supplément pour justement, parce que ce sont les professionnels qui généralement qui voyagent sur les classes affaires. 200 millions d'euros par an devraient être récoltés pour alimenter United, sorte d'agence de médicaments pour les malades du tiers-monde. Les compagnies aériennes saluent cet objectif humanitaire, mais elles ne comprennent pas pourquoi tous les autres moyens de transport ne sont pas taxés. Sur un Paris-Londres, vous avez la concurrence de l'Eurostar qui ne sera pas soumise à cette taxe. Or, nous sommes en concurrence aussi avec les autres modes de transport et donc c'est mal fichu. La taxe de solidarité a été adoptée par 14 pays au sein de l'ONU, mais seuls la France et le Gabon l'appliquent pour l'instant. En Afrique, un enfant meurt toutes les 30 secondes, souvent faute de médicaments. L'actualité au Proche-Orient. Une semaine après l'enlèvement du soldat israélien, l'armée a bombardé la nuit dernière les bureaux du Premier ministre palestinien, membre du Hamas, dans la ville de Gaza. Ismaël Haniyeh ne se trouvait pas dans ses bureaux lorsque l'hélicoptère a tiré un missile. Les négociations semblent dans l'impasse. Les Palestiniens qui ont revendiqué le rapt réclament la libération d'un millier de prisonniers. Israël refuse tout échange.
Élection présidentielle au Mexique. Depuis ce matin, 71 millions d'électeurs sont appelés à choisir celui qui tiendra les rênes de l'État pendant les 6 années à venir. Un scrutin à un seul tour. Parmi les 5 candidats, 2 se détachent très nettement. Le Mexique doit choisir entre le candidat de gauche face au candidat conservateur. Un duel très serré et une élection regardée de près par les États-Unis. Le Mexique sera-t-il touché par la vague rose qui s'est répandue dans plusieurs pays d'Amérique latine ces dernières années? Celui qui porte ses couleurs est l'ancien maire de Mexico, López Obrador, qui est donné favori de justesse dans les sondages. Reportage Alain Chalvran. À Mexico, les tours poussent comme des champignons. Le pays n'a jamais été aussi riche, avec 920 millions de barils de pétrole par an à 70 $. Les riches sont de plus en plus riches à l'abri de leurs forteresses dans les beaux quartiers. Et pourtant, on trouve ça aussi. Au-delà de la pauvreté, des bidonvilles installés au milieu des décharges publiques de la mégalopole. 800 personnes dans celui-ci vivant du tri des ordures. Je repère les cartons et je les mets en paquet. Vivre, c'est beaucoup dire. Il n'y a ici évidemment ni eau, ni électricité, ni école, ni dispensaire, ni hygiène. Et pourtant, on ne se plaint pas. On est bien ici. On a du boulot. Ici, ça me permet de travailler et de gagner de quoi acheter des galettes de maïs. Nous, on arrive à gagner 1,5 € par jour. Les années passent, les gouvernements aussi, et rien ne change dans ce bidonville de Chimalhuacán. Mais cette fois-ci, c'est peut-être un peu différent. La vision de gauche incarnée par López Obrador représente sans doute une opportunité historique d'améliorer les conditions de vie dans notre pays. Le voilà, le porteur de cet espoir des pauvres, l'ancien maire de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, qui promet un changement radical, et il est en tête dans tous les sondages. Ce serait alors le dernier des gros dominos d'Amérique latine qui tomberait à gauche, et cette fois-ci à la frontière des États-Unis. On passe au Tour de France et pour cette première étape, c'est le Français Jimmy Casper qui a remporté au sprint l'épreuve. Nathalie Dorinxin, José Boulestex. Décidément, les sportifs français ont le vent dans le dos. Jimmy Casper ne sait pas s'il doit en rire ou en pleurer. Avec son maillot bleu-blanc-rouge, le sprinter de l'équipe Cofidis, ici au centre de la route, vient de chipper la première étape du Tour, au nez et au guidon, des plus rapides coureurs du peloton. Un grand moment pour moi, le plus grand moment de ma carrière. C'est énorme ce qui s'est passé aujourd'hui et j'espère que ça va continuer. Un Français à l'arrivée, des Français dans l'échappée, c'est le 14 juillet avant l'heure. Portal, Auger, Bénétos, Pric et Vaugrenard sont restés en tête de la course pendant plus de 150 km. Rejoint un peu avant la ligne, le coup n'est pas passé bien loin. Tous les Français sont motivés en ce moment. Hier soir, ça nous a encore plus motivés avec la victoire des Bleus. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la victoire peut-être de Jimmy Casper, je pense que nous, les Français, on est peut-être sur un petit nuage en ce moment. Cette belle journée a bien failli finir en drame. Sur la ligne de Strasbourg, Torushoft, le maillot jaune, J, le bras ensanglanté. Lors du sprint, le Norvégien ici à gauche a vraisemblablement été blessé par l'ustensile publicitaire d'un spectateur. On a l'impression que c'est comme une coupure d'un couteau long comme ça. Transporté à l'hôpital, Torushoft repartira demain, mais sans son maillot jaune. Pour 2 petites secondes, il cède la célèbre tunique à Georgine Capi, un Américain, coéquipier d'Armstrong l'an passé. À Sienne, le traditionnel palio, une course emblématique où tout est permis, y compris les coups bas, et ce sont les quartiers de la ville italienne qui s'affrontent. Dernier préparatif, Gérard Grisbeck et Karine Guillaume. Une course de chevaux en plein centre-ville, ce n'est déjà pas banal. Mais lorsque le règlement prévoit que tous les coups sont permis, y compris ceux-là par exemple, on comprend que le palio de Sienne est un événement unique au monde. Cette course, c'est l'affrontement depuis le Moyen-Âge entre les différents quartiers de la ville, qui portent en général des noms d'animaux. Alors, l'identité du Siennois, c'est son quartier et le drapeau qu'il représente. Ça, ce sont comme lui, c'est notre drapeau personnel. Nous le portons le jour du palio, quand on se marie et quand on meurt. Paradoxe, ce n'est pas le quartier qui choisit son cheval, il est tiré au sort par les autorités de la ville.
Chacun espère avoir tiré le bon numéro, le cheval qui a déjà gagné. Alors il y a Jean qui rit et Jean qui pleure. C'est un peu le cas du quartier du Dragon. La déception est grande car Ernesto Lebeau n'a jamais participé à un palier. Nous verrons bien, le cheval est un peu jeune. Les groupies se pressent autour du héros du jour, car ce soir, il portera les couleurs de leur quartier. C'est le cheval qui peut emporter la victoire, même si le cavalier tombe, ce qui est déjà arrivé. Dernière visite médicale avant l'épreuve. Physiquement, le cheval est bien, il se tient droit, on l'a ausculté, il a juste quelques problèmes dans la bouche. Et peu avant la course, on découvre les jockeys lors de l'entraînement. Ils ont été recrutés par les quartiers dans le plus grand secret. Ce sont des cavaliers venus du sud de l'Italie qui se vendent au plus offrant. Dans quelques heures, on connaîtra le nom du vainqueur, celui qui remportera le palio, la bannière de la ville de Sienne. Le festival de danse à Montpellier avec la création d'une chorégraphe flamande qui s'attaque pour la première fois à l'après-midi d'un faune de Debussy, une pièce rendue célèbre par Nijinsky au début du XXe siècle. Isabelle Béchler, Didier Daran. Le vrai luxe, avoir un orchestre symphonique à sa disposition dans la fosse. Celui de Montpellier en l'occurrence, pour la nouvelle création d'Anne-Theresa de Kersmacher. La chorégraphe flamande, danseuse bien sûr, mais aussi flûtiste, conjugue ici tous les plaisirs. Diriger les corps de 14 danseurs et leur adapter au quart de seconde la musique d'une centaine d'instrumentistes. Avec le chef, c'est du vrai sur mesure. Fini les musiques ultra abstraites. En 2006, Anne-Theresa se jette à l'eau de Debussy avec délice. Comme pour s'affranchir du fantôme de Nijinsky, elle s'attaque à l'après-midi d'un faune. On nous a apporté des éléments historiques peu à peu, mais le vrai point de départ de notre travail était le simple plaisir d'improviser sur la musique, sans trop penser à Nijinsky. La version de Nijinsky, elle est très très belle, donc je me disais, bon, est-ce qu'on peut ajouter encore quelque chose à ça? Ce sont vraiment les danseurs qui m'ont convaincu qu'il fallait quand même oser une autre écriture qui nie pas le passé. Ne lui demandez pas si elle s'inscrit pour autant dans un héritage ou une lignée. La chorégraphe flamande a toujours mis toute son énergie à développer son propre langage. Cinéma avec la sortie attendue de Nos voisins, les hommes, le dernier né des créateurs de Shrek, présenté à Calme, un film jubilatoire qui raconte l'affrontement entre les rats des villes et les rats des champs. C'est Bruce Willis en personne qui, dans la version originale, prête sa voix au héros, Pascal Deschamps. Une bande de rongeurs et autres bestioles s'aperçoit avec horreur au sortir de l'hiver que leur forêt est cernée par une banlieue pavillonnaire. Une histoire de voisinage en forme de choc des cultures ou comment un raton laveur retors va essayer de convertir les autres animaux à la société de consommation des humains. C'est quoi ces trucs ? Ceci, mon jeune ami, est un prodigieux mélange de farine de maïs, particules de fromage, lyophilisé, maltotexture, glutamate... La voix originale du raton, c'est lui, Mr. Box Office, qui après avoir sauvé 12 fois le monde des humains, finira par sauver celui des opossums. Et celui qui pour la France a eu la lourde tâche de reprendre le micro, c'est Clovis Cornillac. Ce qui n'était qu'un coin de nature sauvage s'est changé en 22 hectares de paradis civilisé. Alors voilà votre voix française, comment vous la trouvez? Il est beau gosse, voilà ce que je pense. Et en plus, c'est un acteur marrant. Ça, c'est l'hôtel devant lequel ils rendent grâce à la nourriture. Ça, c'est ce qu'ils mangent quand ils ont trop mangé. Ça, c'est ce qu'ils font pour pouvoir remanger. Nourriture, nourriture. Food, food, food. So, you think they have enough? Well, they don't. For humans, enough is never enough.
On me dit c'est la voix de Bruce Willis. Je me dis mais c'est pas possible, c'est pas Die Hard. J'entendais une sorte de truc très doux, très tac 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 comme ça et tout. Donc je trouvais ça très séduisant. Je comprends pourquoi il plaît beaucoup aux femmes. Ce qui est bien avec ce dessin animé, c'est que mes filles pourront le voir et leurs enfants aussi. Vos enfants vont enfin vous voir comme un héros. J'espère bien. Une fable sur la malbouffe, où l'on découvre tout de même que même s'ils ne mangent que des glands, les écureuils souffrent eux aussi d'aérophagie. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h50, Colucaise. Excellente fin de soirée sur France 2.